Bonjour, pour cette seconde vidéo concernant la suite de cours des second principes de la thermodynamique. On a vu jusqu'à présent la notion d'entropie et on avait dit qu'elle était liée au degré de désordre microscopique d'un système. Nous avons vu par exemple l'exemple d'un glaçon où ces molécules sont très attachées et ordonnées et donc avec une entropie faible, contrairement dans le cas où on fait fondre par exemple ce glaçon. Il devient liquide et par conséquent les molécules se déplacent librement et aléatoirement dans l'enceinte contenant ce liquide. Le degré de désordre microscopique augmente et donc on a une entropie élevée. Donc, ce qu'il faut en conclure qu'une augmentation d'entropie entre deux états indique la dispersion de l'énergie et donc une irréversibilité de la transformation. Donc l'énergie elle est non conservatrice par défaut. Donc l'énergie a toujours tendance à se disperser. Donc il y a création d'entropie. Donc le processus il est irréversible. En physique on dit que plus que l'entropie est élevée et plus on a une énergie non utilisable. Par exemple, si on laisse un verre d'eau chaud en contact avec l'atmosphère, donc l'eau va perdre la chaleur avec l'atmosphère. Donc cette chaleur, c'est une énergie qui est non utilisable, ça veut dire non récupérable. Donc l'autre exemple concernant un moteur, donc un moteur thermique pour fonctionner, il absorbe la chaleur à partir de la source chaude, il transforme une partie en travail, l'autre partie il sera cédée à la source froide. Donc cette partie qui est cédée à la source froide, c'est une énergie non utilisable. Donc il y a dans ce processus, il y a création d'entropie. Et donc le processus il est irréversible. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par exemple dans l'eau, les molécules sont attachées par les énergies. Puisque les molécules se déplacent librement et aléatoirement dans l'enceinte, ça veut dire que l'énergie se disperse. Contrairement, donc on dit que l'entropie est élevée. Contrairement, donc, par exemple, dans le cas où on a un glaçon, donc les molécules se déplacent pas librement, ça veut dire les déplacements sont restreints, donc les molécules sont toujours attachées par l'énergie. L'énergie ici ne se disperse pas, disperse pas trop, contrairement dans le cas de liquide. Ça veut dire ici l'entropie est faible. Et donc juste pour faire simple, c'est pour ça qu'on dit que l'entropie est liée au degré de désordre microscopique d'un système. Maintenant ce qu'on va voir c'est juste les applications du second principe sur différentes transformations. On va commencer par la transformation adiabatique réversible. Donc, qui dit adiabatique, ça veut dire que la quantité de chaleur échangée elle est nulle. Donc, l'entropie échangée elle est nulle. On a une transformation réversible, ça veut dire que l'entropie créée elle est nulle. Et donc, delta S est égal à 0. C'est-à-dire que S est constante. Donc, si une transformation adiabatique est réversible, c'est isentropique. Ça veut dire que l'entropie elle est constante. Donc, chaque fois que vous entendez isentropique, ça veut dire que la transformation elle est adiabatique et réversible. Dans le cas, par exemple, d'un système isolé, il n'y a pas toujours d'échange de la chaleur avec le système et l'extérieur, ça veut dire que l'entropie échangée est nulle. Et donc, la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Et puisque l'entropie créée est toujours supérieure ou égale à 0, donc delta S est supérieure ou égale à 0. Donc, on dit toujours que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Par exemple, dans le cas de l'univers c'est un système isolé, et dans l'univers, il n'y a que des transformations irréversibles. Donc les transformations irréversibles et créent de l'entropie. Donc il y a toujours création de l'entropie de l'univers. C'est pour cela qu'on dit que l'entropie de l'univers, il ne peut qu'augmenter. Maintenant, un deuxième cas concernant le contact avec ou bien la transformation monotherme, c'est-à-dire qui est en contact avec un thermostat. Donc c'est un processus qui s'effectue dans un système à température extérieure qui est constante. Nous modélisons en général les transformations monothermes par la mise en contact avec un système avec un thermostat, on appelle aussi une source de chaleur. Donc un thermostat, c'est un système indéformable, donc de volume constant, de capacité thermique infinie. Et par conséquent, donc la température à définir à tout instant, il est toujours constante. Et le thermostat ne change que du transfert thermique avec le système. Il ne change pas le travail, il change seulement la chaleur. Donc si on veut calculer la variation d'entropie pour un thermostat, on écrit toujours l'équation ds est égal delta Q sur T. Donc c'est la quantité de chaleur échangée sur la température du système. Là, on étudie la variation d'entropie du thermostat. Ça veut dire ici, la température, c'est la température du thermostat qui est constante. Donc si on fait l'intégrale ici, on obtient la variation de l'entropie d'un thermostat égale la quantité de chaleur échangée sur la température du thermostat. Maintenant, si on veut démontrer aussi l'énoncé de Kelvin, c'est-à-dire l'énoncé fondamental qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui dit un système qui est en contact avec une seule source de chaleur ne peut au cours d'un cycle que recevoir du travail et fournir de la chaleur. Ça veut dire si on veut faire fonctionner un moteur, on a une seule source de chaleur, donc il est impossible d'extraire la chaleur à partir de cette source et la transformer intégralement en travail. Pour démontrer ça, on va faire le bilan énergétique puis le bilan anthropique. Si on fait le bilan énergétique, on peut écrire que la variation, ça veut dire le bilan énergétique, c'est le premier principe. On peut écrire que la variation de l'énergie interne est égale au travail échangé plus la quantité de chaleur échangée.
Donc, U ici en fonction d'état. Il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Et les moteurs, ou bien les machines thermiques, ils travaillent sur des cycles. Et pour un cycle, on a l'état initial et l'état est égal à l'état final. Donc delta U est égal à 0, ce qui revient à dire que le travail est égal moins la chaleur. Donc ici, on n'a pas d'idée sur le signe du travail ou du chaleur. Pour avoir une idée sur le signe, il faut introduire un deuxième principe. Donc on va faire le bilan anthropique, qui décrit que la variation de l'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Puisque S aussi, c'est une fonction d'état, il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Et pour un cycle, ça veut dire que delta S est égal à 0. Et donc on a aussi l'entropie créée, il est toujours positif ou supérieur à 0. Donc finalement, on aura l'entropie échangée, il est inférieur à 0. Ce qui on peut écrire ici, l'entropie échangée est égale Q. La quantité de chaleur échangée sur la température de contact, il est inférieur à 0. Puisque la température de la source de chaleur, elle est toujours supérieure à 0, ça veut dire que Q il est inférieur à 0. Donc on a Q inférieur à 0. Ça veut dire que le travail il est positif. Ça veut dire que le système, il ne peut que recevoir, du travail et fournir de la chaleur. Donc un tel système ne peut pas se comporter comme un moteur. Maintenant, si on regarde l'énoncé de Clausius, il dit qu'une quantité de chaleur ne peut être jamais transférée spontanée et gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud. Ça veut dire si on a une source froide ici, une source chaude, la chaleur ne passe jamais de la source froide vers la source chaude gratuitement. Ça veut dire si on veut inverser ce processus, il faut utiliser une énergie supplémentaire. Par exemple, dans le cas d'un réfrigérateur où on pompe de la chaleur à partir de la source froide pour l'injecter à la source chaude, on utilise du travail. Là, gratuitement, ça veut dire sans apport supplémentaire de l'énergie, il est impossible que la source froide cède de la chaleur, ou bien de la chaleur à la source chaude. C'est l'inverse. Toujours, la chaleur passe de la source chaude vers la source froide. Donc, si on veut démontrer ça, donc on considère un système isolé contenant deux sources de chaleur, source chaude et source froide. Donc, si on fait le bilan énergétique, on peut écrire que DU est égal, le travail échangé, puisque les sources de chaleur ne changent pas de travail, donc le travail est nul, plus la quantité de chaleur échangée est égal à 0 parce que les systèmes ils sont isolés, donc il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de chaleur échangée avec l'extérieur, donc est égal à 0. Finalement, on peut écrire que QC est égal à QF. Là aussi, on n'a pas d'idée sur le signe de QC et du QF. Pour avoir une idée sur le signe, donc on utilise le bilan anthropique, ça veut dire le deuxième principe, on peut écrire que la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Puisqu'on a un système isolé, ça veut dire que l'entropie échangée elle est nulle, donc ds est égal à l'entropie créée qui est strictement positif à 0. Strictement positif parce que le processus ici, on a dit que c'est irréversible. Parce que si l'entropie créée elle est nulle, donc le processus est irréversible, ça veut dire que la chaleur passe de la source froide à la source chaude. Et ça c'est impossible. Donc l'entropie créée elle est strictement positive. S aussi c'est une fonction d'état. Elle est extensive, donc on peut écrire ds du système complet qui contient deux sources de chaleur est égal à ds chaud plus ds froid. Donc la source chaude et la source froide sont des sources de chaleur. Donc on a vu avant comment calculer leur entropie ou bien la variation de l'entropie des sources de chaleur. Donc est égal à delta QC sur TC plus delta QF sur TF. Puisque QF, bien ici QF est égal à moins QC. Donc on remplace ici, on obtient finalement cette expression ici qui est strictement positive. Parce que ds est égal à ça. On a vu que ds est égal à l'entropie créée qui est strictement positive. Donc on a aussi TC supérieur à TF, donc finalement ça il est négatif. Puisque le produit il est positif, ça veut dire on a serment QC il est négatif. Donc on a QC négatif et par conséquent QF il est positif. Donc ça veut dire que la source ou bien la source chaude va céder de la chaleur et la source froide va que recevoir de la chaleur. Maintenant, on va voir les identités thermodynamiques. Et donc, pour un système simple fermé, il y a deux variables thermodynamiques indépendantes à choisir. On peut choisir la température T, la pression P, le volume, l'énergie interne U, l'entropie S et l'enthalpie H. Donc, on a vu dans le premier chapitre que toutes les fonctions thermodynamiques peuvent s'exprimer de deux variables indépendantes. Donc, pour l'énergie interne, les variables naturelles sont l'entropie S et le volume V. C'est-à-dire que on peut représenter U en fonction de S et V. Puisque U c'est une fonction d'état, donc DU c'est une différentielle totale exacte, on peut représenter DU en fonction de DS et DV. Donc si on applique le premier principe, on peut écrire que DU est égal à la quantité de chaleur élémentaire échangée plus le travail élémentaire échangé. Ici le deuxième principe, on peut écrire que la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie produite. Donc DS est égal à l'entropie échangée qui est égale à ça, plus l'entropie produite. Finalement, on peut représenter la quantité élémentaire de chaleur échangée de chaleur est égale à TDS moins l'entropie produite.
Donc on va remplacer ça ici. Et puisque U c'est une fonction d'état, ça veut dire qu'il dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, donc ça ne sert à rien de faire une expression en utilisant une transformation irréversible. Donc il suffit simplement d'imaginer une transformation réversible qui a les mêmes états final et initial que la transformation réelle. Donc si on imagine cet état réversible, ça veut dire que l'entropie produite sera égale à 0. Donc finalement on obtient la première identité qu'on peut écrire du est égal TDS plus le travail. Donc le travail est égal à moins TV. Donc ça c'est la première identité thermodynamique. Elle est applicable pour n'importe quelle transformation, ça veut dire réversible, non réversible, spontané et non spontané. Parce qu'on a dit que U c'est une fonction d'état. Il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Donc on représente aussi, en représentant l'enthalpie avec cette expression qui est égale U plus PV, on peut représenter, c'est-à-dire on va remplacer U en fonction de H ici. On peut présenter, ou bien on obtient la seconde identité de la thermodynamique en fonction de l'enthalpie. Donc ces deux identités sont donc, ça veut dire, il faut absolument les apprendre parce qu'ils nous facilitent le calcul de la variation de l'entropie durant les transformations fondamentales. Donc par exemple, on a eu ici du, c'est une différentielle qui est en fonction de différentiel total exact qui est en fonction de ds et dv. Donc le différentiel de u c'est ça. On a la première identité et la deuxième identité. Et il faut remarquer ici que la première et la deuxième identité c'est tout simplement une autre reformulation du premier principe. Donc le premier principe qui dit que la variation de l'énergie interne est égale au travail échangé plus la quantité de chaleur échangée. Donc là on représente du en fonction cette fois de l'entropie. Maintenant, si on compare la première équation avec la deuxième équation, on peut remarquer que ça, c'est la température thermodynamique qui est égale à delta U sur delta S à volume constant. On remarque aussi que P, la pression thermodynamique, est égale à moins delta U sur delta V à entropie constante. On peut aussi également démontrer les quatre égalités de Maxwell de la thermodynamique en utilisant le théorème de Schwartz. En appliquant le théorème de Schwartz, par exemple, sur la première identité, on obtient la première égalité thermodynamique de Maxwell. Si on applique ce théorème sur la deuxième identité, on obtient la deuxième égalité thermodynamique de Maxwell. Donc pour vous rappeler que c'est quoi le théorème de Schwartz, si on a dg qui est une différentielle totale exacte, ou bien si on a dg est égal à dx plus b dy, et dg c'est une différentielle totale exacte, qui est le cas de u et de h, on peut écrire que delta a c'est delta y à x constant est égal à delta b c'est delta x à y constant. Donc à partir de ça, on peut obtenir la première égalité et la deuxième égalité à partir de la première identité et la deuxième identité. Maintenant, on peut représenter ici la température en fonction de l'entropie et le volume. On peut établir cette relation. Donc on a vu ça sur le chapitre numéro 1. Donc on obtient la troisième égalité. Et de la même façon, on peut représenter la température en fonction de l'entropie et de la pression. On peut obtenir la quatrième égalité thermodynamique de Maxwell. Maintenant, on va appliquer le second principe sur les transformations du gaz parfait. On commence par la transformation adiabatique réversible. Donc, une transformation adiabatique réversible, on a delta Q échangé est égal à TDS, parce que l'entropie produite est nulle, parce que la transformation est réversible. Donc, puisque la transformation est adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, donc ds est égal à 0. Donc S est une constante, et on a vu dans le début de cette vidéo que cette transformation est isentropique. On peut aussi également démontrer les équations de Laplace à l'aide de la première identité et de la deuxième identité. On va établir à cette équation, en rentrant l'intégrale ici, on obtient directement les lois de Laplace. Donc ces lois sont à apprendre par cœur, c'est-à-dire il faut savoir les démontrer, parce que sont très utilisables dans les modélisations par exemple de les machines thermiques. Il faut aussi savoir le coefficient de Laplace qui est égal à Cp sur Cv, la relation de Maillard qui est égale à Cp sur Cp moins Cv est égal à Nr. Donc à partir de ces relations, on peut obtenir l'expression de Cv et Cp en fonction de R et gamma. Maintenant, pour une transformation quelconque, on peut partir à partir de la première identité et aboutir à cette relation qui est ici. Donc en entrant l'intégrale ici, on obtient directement la variation de l'entropie en fonction des températures finales et initiales, en fonction du volume final et initial, ou bien ici, variation en fonction des pressions et volume, ou bien en utilisant la deuxième identité, ou bien en écrivant l'équation d'état du gaz parfait en fonction de P de la pression de la température ici, on obtient cette formule, ou bien la variation de l'entropie en fonction de la température et de la pression. Donc ça c'est utile, pourquoi? Parce que en habitant à ces relations ici, pardon, on peut directement par exemple
à partir d'une transformation isochore, on peut dire le volume il est constant, donc ce coefficient sera nul. Finalement, on peut écrire directement delta S est égal à CV log TF sur T0. Donc ça va simplifier les calculs. Donc pour une transformation isobare, donc P il est constante, ça veut dire celui-là s'annule ou bien celui-là s'annule. On peut écrire que la variation d'entropie est égale CP log TF sur T0 ou bien CP log VF sur VI. La même chose ici pour une transformation isotherme. Donc la température elle est constante, donc delta S est égal à NR log VF sur VI. Et pour une transformation adiabatique, on a dit que delta S est égal à 0, ça veut dire que S est constante. Mettons une autre, ça veut dire une autre chose, ça veut dire si on veut représenter la courbe dans le diagramme isentropique. Le diagramme isentropique c'est la température en fonction de l'entropie. Donc par exemple pour une transformation isochore, on peut écrire T est égal à T0 exponentielle S moins SI sur CV. Donc on peut voir que ici la courbe elle est exponentielle, donc T il est une fonction exponentielle de S. La même chose pour isobare, on a T, il a une forme exponentielle en fonction de S. Donc pour isotherme, par contre, on a T est égal constante, ça veut dire on a une courbe horizontale ici. On a S est égal constante, ça veut dire on a une courbe verticale dans le diagramme isentropique. Maintenant on applique le second principe toujours c'est les détentes. On va commencer par les détentes isothermes. Donc si on veut calculer la variation de l'entropie d'une détente isotherme d'une mole de gaz parfait, donc, sachant que le volume final est égal 10 fois le volume initial. Donc on peut le calculer de deux façons différentes, on a vu. Soit on calcule avec le calcul simple, classique, ou bien en utilisant la première identité ou bien la deuxième identité. Finalement on va aboutir à au même résultat. Ça veut dire le calcul classique, donc on va faire delta S est égal à l'intégrale de delta Q sur T. On obtient cet résultat ici. En utilisant la première identité, on obtient cette équation ici. Maintenant, si on veut calculer aussi l'entropie reçue, donc l'entropie reçue est égale à la quantité de chaleur échangée sur la température de contact. Là, on n'a pas d'idée sur la quantité de chaleur échangée. Par contre, on a une détente, on sait qu'ici une détente isotherme pour un gaz parfait. Donc, on peut appliquer la première loi du Joule qui dit que 2U est égal à CV dt. Donc, finalement, 2U est égal à 0. Ça veut dire que la variation de l'énergie interne est nulle. Donc, ce qui revient à écrire, d'après le premier principe, que le travail est égal moins la chaleur. Donc on peut calculer la chaleur à partir de cette équation ici. Donc finalement, on obtient le même résultat. On obtient que l'entropie échangée est égale à la variation d'entropie. Ce qui ça veut dire que l'entropie créée est nulle. Donc la transformation, elle est réversible. Donc toujours dans la détente isotherme, pour un gaz parfait, donc la transformation est réversible. Maintenant, on va voir l'autre détente qui s'appelle les détentes du Joule-Gay-Lussac. Donc, c'est un processus où on fait, par exemple, détendre un gaz en mettant l'enceinte dans laquelle il est contenu en communication avec une enceinte vide. La détente est le processus où le gaz remplit l'autre enceinte. Ça veut dire au début, on a le gaz qui est contenu dans un volume V1. Le robinet ici, il est fermé. Donc ici, dans l'enceinte numéro 2, il contient le vide. Ça veut dire la pression ici, il est nulle. La pression ici, il est strictement, bon, il est positif. Il est supérieur à 0. Donc en ouvrant le robinet, automatiquement le gaz va partir de cette enceinte, va remplir l'autre enceinte. Ça veut dire, au final, le volume du gaz sera égal à V1 plus V2. Par contre, le volume initial du gaz est égal à V1. Donc on remarque ici que le gaz, il ne peut pas partir, ça veut dire, on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire, on ne peut pas partir de cet état, revenir à l'autre. Parce que la pression qui est ici est égale à la pression qui est ici, qui est égale à la pression du gaz. Donc il n'y a pas de déplacement, finalement, du gaz. Contrairement ici, tout à l'heure, on avait ici la pression la positive, la pression ici elle est nulle, donc là, automatiquement le gaz il va partir de ce côté vers l'autre, il va remplir l'autre enceinte. Donc ce processus il est irréversible. Maintenant pour démontrer ça, donc d'abord, il faut démontrer aussi un truc important sur la détente de Joule qui est iso-énergétique, que la détente de Joule est iso-énergétique, ça veut dire que l'énergie interne durant la détente, elle est constante. Si on veut démontrer ça, on utilise le premier principe qui dit que la variation de l'énergie interne est égale au travail plus la chaleur. Donc la variation de l'énergie interne du système. Donc c'est le travail du système. Puisque le volume de deux enceintes sont indéformables, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Ça veut dire que le travail est nul. Et puisque les deux enceintes les parois de deux enceintes sont athermantes, ça veut dire la transformation est adiabatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, donc Q est égal à 0. Ce qui revient à écrire que delta U est égal à 0. Donc U est constante. C'est pour ça qu'on appelle, ou bien on dit que la détente de Joule de Gay-Lussac est iso-énergétique. Maintenant, si on applique le premier principe, et surtout si on applique la première loi du Joule, parce qu'on a un gaz parfait, donc on peut écrire que dU est égal à CV dt. Et puisque U c'est une constante, ça veut dire dU il est nul. Ce qui revient à écrire que dt il est nul, donc T est constante. Donc la température durant la détente de Joule Gay-Lussac du gaz parfait seulement, il est constante.
Pour le gaz réel, la température a tendance à diminuer en général. Maintenant, si on regarde le bilan entropique, on peut écrire à partir de la première identité la variation de l'entropie avec cette expression. Si on a T est égal à T0 parce qu'on a une transformation isotherme, et on a l'entropie échangée est nulle parce que les parois sont adiabatiques, donc on peut écrire que la variation d'entropie est égale à l'entropie créée, qui est égale à NR log VF sur VI. Il faut remarquer que VF ici c'est le volume final du gaz qui est égal à V1 plus V2, et le VI ici c'est le volume initial du gaz, ça veut dire que V1. Et VF il est supérieur à VI, donc ça c'est strictement positif. Donc la transformation ici il est irréversible. Maintenant on place un gaz dans une enceinte de volume V1 petit. Et on le maintient de l'autre côté de l'enceinte de forte pression P1. Donc ici, là on est dans une détente de Joule Thomson. Donc ici on a un volume V1 qui est petit par rapport à V2 et la pression P1 elle est très grande par rapport à P2. Donc on va faire cette fois, on va laisser passer le gaz lentement dans un volume plus grand, ça veut dire il passe de V1 à V2 lentement. Ou bien ici de V1 à V2 le gaz va passer lentement. Via un milieu poreux, donc ce milieu poreux c'est lui qui va pas laisser le gaz passer librement, donc c'est lui qui va maintenir la pression P1 plus grande par rapport à P2, ou bien via un autre règlement, donc c'est la même chose, il a le même objectif, il va maintenir la pression P1 supérieure à P2. Par exemple ici, si on regarde ici le gaz, vous avez les milieux poreux, et ça c'est l'enceinte numéro 2. Donc le milieu poreux va empêcher le gaz de passer librement de l'enceinte numéro 1 à l'enceinte numéro 2. Donc l'objectif de celle-là, en gardant la pression P1 plus grande à la pression P2, donc automatiquement le gaz va partir de cette enceinte vers l'autre, et pas l'inverse. Par exemple, si on lève ce milieu, on aura la pression ici est égale à la même pression qui est ici. Finalement, il n'y aura pas de déplacement de gaz. Ça, c'est l'objectif de cet étranglement, ou bien ce milieu poreux ici. L'autre objectif ici de cette détente, c'est de refroidir le gaz réel. Le gaz parfait ici, on va voir que la température, elle reste constante durant cette détente. Par contre, le gaz réel, la température du fluide, elle a tendance à diminuer. Et c'est ça l'objectif, surtout dans le réfrigérateur. À un moment donné, on utilise la détente de Joule Thomson pour refroidir le fluide. Maintenant, si on considère ça et ça est la même chose, si on considère par exemple cette détente ici, donc avec un autre règlement, donc on va imaginer ici un piston. On va imaginer de l'autre côté un piston imaginaire. Donc, normalement, le gaz va partir de cette enceinte vers l'autre. Ça veut dire, c'est comme on a un piston qui va pousser le gaz pour que le gaz traverse l'autre côté. Et puis, quand le gaz sera à l'autre côté, il va pousser l'autre piston à droite. Maintenant, ça veut dire, puisque ici, le gaz va recevoir, par exemple, de le travail à partir de ce piston. Donc, le gaz ici, il reçoit du travail. Et le gaz va partir à l'autre côté. Va traverser l'autre côté. Et le gaz ici, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser le piston. Ça veut dire ici, le gaz il va céder du travail. Ici, le gaz reçoit du travail. Ici, le gaz il va céder du travail. Maintenant, si on applique le premier principe, il dit que, ou bien, d'abord, si on a une enceinte isolée, ça veut dire la quantité de chaleur échangée, elle est nulle. Ça veut dire le premier principe, il dit que delta U, ou bien la variation de l'énergie interne, est égale à la quantité de chaleur échangée qui est nulle, plus le travail. Et on a delta U est égal à I2 moins I1. Donc, le travail, c'est quoi? C'est le travail du gaz dans l'enceinte numéro 1 et dans l'enceinte numéro 2. Donc, le travail est égal à W1 qui est dans l'enceinte numéro 1 plus W2 qui est dans l'enceinte numéro 2 est égal à P1 V1. Donc ici, P1, il est constante. Donc, la pression est égale, ou bien le travail est égal à P1 fois V1. C'est le volume V1. Donc il y a un signe plus. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le gaz, il reçoit du travail. Ici, dans l'enceinte numéro 2, le travail effectué par le gaz est égal à P2V2. Et puisque le gaz, il va céder du travail, ça veut dire qu'il y a un signe moins. On va aboutir à cette équation. Finalement, on conclut que H1 est égal à H2. Ça veut dire que la détente de Joule Thomson est isenthalpique. Maintenant, si on regarde le bilan énergétique, on peut écrire avec la deuxième loi du Joule que dH est égal à Cp dt. Puisque H c'est une constante, donc dt c'est une constante. Ça veut dire dH est égal à 0, ça veut dire dt est égal à 0, ça veut dire la température est constante. Donc la température reste constante durant la détente de Joule Thomson. Donc toujours, quand on a une pression constante, on utilise toujours la notion d'entropie. Et si on a un volume constant, on utilise, ça veut dire il est préférable d'utiliser l'énergie interne. Donc l'énergie interne est utilisée sur les volumes, sur les transformations où les volumes sont constants. L'enthalpie il est préférable d'être utilisé dans le cas où on a la pression constante. Ici, dans ce cas, on a P1 il est toujours maintenu constante et P2 il est toujours maintenu constant. Avec P1 supérieur à P2, pour que le gaz traverse, ou bien le fluide traverse l'enceinte numéro 1 vers l'enceinte numéro 2. Maintenant, si on regarde le bilan
entropique à l'aide de la deuxième identité. On peut écrire cette expression ici avec T est égal à T0 et l'entropie échangée est nulle. Donc on peut écrire que delta S est égal à l'entropie créée qui est égal à moins NR log PF sur PI. Donc PF c'est la pression finale qui est égale à P2 et PI c'est la pression initiale du gaz qui est égale à P1. Donc on a P2 il est inférieur à PI, donc ça c'est inférieur à 1, donc le log il est négatif avec le signe moins, donc on a l'entropie créée, il est strictement positif, donc ce processus il est irréversible. Maintenant, si on regarde l'entropie d'une phase condensée dans le modèle incompressible et indilatable, ça veut dire comme le solide il est incompressible et indilatable, donc V il est constant, ça veut dire que dV est égal à 0. Et d'après la première est des deuxième identité, on peut écrire dH est égal à du est égal à CdT, donc est égal à T fois ds. Donc pour une phase condensée, on peut écrire la variation d'entropie avec cette expression. Toujours, on a normalement dans les phases liquides au solide, on a la capacité calorifique ou bien la capacité thermique à pression constante est égale à la même chose à volume constant, est égal à C. Donc on peut dire toujours delta S est égal à C log TF sur TI en utilisant un fluide ou un solide. Par exemple, si on regarde cet exemple, celui-là c'est le même exemple de l'exemple 3 qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a deux solides avec des températures différentes qui sont mis en contact, donc à l'équilibre. On a une température des deux corps qui est égale à TE. Maintenant, si on regarde la variation d'entropie de l'ensemble du système, donc puisque S est une fonction de taille extensive, donc on peut écrire c'est delta S du système est égal à delta S1 plus delta S2. Donc on peut calculer delta S1 et S2 avec cette relation. On obtient la même équation, bien la même relation qu'on a obtenue sur l'exercice 3 de la vidéo précédente. Maintenant, pour finir, je vous ai présenté ici donc les expressions importantes, pas tout, mais les expressions importantes donc, utilisables durant le calcul de l'entropie ou bien pour établir les machines ou bien pour établir ou bien pour comprendre le fonctionnement d'une machine thermique. Donc la première ici, c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit la variation d'entropie il est toujours supérieure ou égale à l'entropie échangée. Ici, c'est le calcul de l'entropie qui ds est égal à delta Q réversible sur T. Ici, c'est la variation d'entropie d'un thermostat. Ici, c'est le deuxième principe qui dit que la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie produite. On a ici la première identité, la deuxième identité thermodynamique. On a la pression, ou bien la première, on a la première loi de thermodynamique qui dit la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur plus le travail. On a ici l'enthalpie H est égale U plus PV. On a vu aussi comment calculer la quantité de chaleur pour un gaz en utilisant ces expressions. Donc, soit on utilise cette expression de Q est égal à CVDT plus LDV, qui est égal aussi à CBDT HDP, qui est égal aussi à lambda TP H de, mu dV. On a vu que mu, lambda, H et L sont des coefficients calorimétriques. Et leur expression, on l'a démontré dans le cours avec ces expressions ici. Donc ça, c'est la chaleur sensible. On a vu aussi comment calculer la chaleur sensible d'un corps solide ou un fluide, c'est tout simplement c'est M fois C fois dt. Puisque à un moment le solide il est indilatable et incompressible, ça veut dire le coefficient, bien la capacité calorifique à volume constant, à un moment ça est égal à la capacité calorifique à pression constante. Donc pour une chaleur latente, on a vu que pour calculer l'énergie est égal à M fois L. Donc la chaleur latente il est lié au changement d'état. Donc L, c'est la chaleur latente de changement d'état, par exemple. La chaleur latente de fusion, d'évaporisation, par exemple. Donc le travail, on peut calculer avec cette expression. On a vu aussi les équations du gaz parfait. Il faut savoir l'équation d'état du gaz parfait que je n'ai pas mis ici. PV est égal à N fois R fois T. Il faut savoir aussi le coefficient de la place, la relation de Maillard qui est ici. La première loi du Joule et la deuxième du Joule qui dit que la variation de l'énergie interne ou bien de l'enthalpie est proportionnelle à la variation de la température. On a vu aussi pour un gaz monoatomique que l'énergie interne peut s'exprimer de 3,3 N fois R fois T. Pour un gaz diatomique, on peut écrire U est égal à 5 de N fois R fois T. Et finalement ici, je vais vous représenter donc les applications, les différentes équations utilisées pour les différentes transformations fondamentales, notamment isocore, isobar, isotherme, adiabatique. Donc toutes ces équations ici, il faut les apprendre par cœur. Aussi savoir les démontrer parce qu'ils sont très utilisables, surtout pour les cours prochains. On va voir les machines thermiques parce que les cycles des machines thermiques ils sont toujours modélisés par ces transformations qui sont ici. Donc c'est important de savoir les équations ou bien les expressions ici pour calculer par exemple le rendement ou bien l'efficacité des machines thermiques.